Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de La Voix est libre, le rendez-vous politique de la rédaction de France 3 Poitou-Charentes. Cette semaine, nous vous proposons un numéro spécial consacré au département de la Charente. Numéro d'une heure donc de la Charente, département qui, selon quelques observateurs, pourrait basculer à droite. Nous verrons quelles sont les stratégies dans chaque camp. Nous verrons également que ces élections départementales ne passionnent pas les foules, loin de là. Comment les candidats font-ils pour mobiliser les électeurs? C'est ce que je demanderai à mes invités, 4 responsables politiques charentais. Je reçois donc Michel Boutan, sénateur et président socialiste sortant du Conseil général de Charente. François Bonneau, chef de file du groupe d'opposition départementale qui regroupe l'UMP, l'UDI et le MoDem. Christophe Mauvillain, membre du Front de gauche de Charente, et Christophe Gillet, responsable départemental du Front national. Bonjour messieurs. Je vous propose donc de commencer avec ce qu'on peut appeler l'indifférence quasi générale des Français face à ces élections départementales. Un manque d'intérêt en tout cas palpable partout. Illustration dans ce reportage effectué dans la Vienne à un mois tout juste du scrutin. Regardez. Nous sommes dans le canton de Migné-Ausence. La ville à l'est, la campagne à l'ouest, un nouveau territoire de 26 000 habitants à convaincre. Benoît Princet est agriculteur de métier. Candidat aux élections départementales. Bonjour madame. Il doit faire preuve de beaucoup de pédagogie. Vous savez que bientôt il y a des élections, les départementales, vous êtes au courant? Oui, j'ai entendu à la radio. Oui. Voilà, le territoire a un peu changé. En fait, maintenant c'est 19 communes. Maintenant, expliquer la réforme territoriale. La tâche n'est pas toujours aisée. Non, vous voulez pas en entendre Face parler? à des électeurs parfois hostiles, souvent perdus. Oui, un peu, oui. C'est vrai qu'avec le recoupage maintenant avec toutes les communes. Vous y comprenez quelque chose, vous? Pas tellement bien, mais enfin, disons que faut faire avec, quoi. Quand on pose la question aux gens, on se rend compte qu'ils ne sont pas informés et ils ne connaissent pas du tout le nouveau découpage et puis ce qu'il en est. Et puis en même temps, il y a le découpage de la région. Donc les gens confondent entre le découpage de la région et le découpage du département. À l'autre bout du canton, plus près de la ville, le constat est le même. Beaucoup de portes closes, un peu de bavardage. C'est le 3e passage de l'équipe socialiste dans la commune. Yves Rouleau ne s'explique pas vraiment ce qu'il nomme pudiquement un manque d'emballement des électeurs, mais il le sait, cela n'augure rien de bon dans les urnes. Je ne sais pas autrement, peut-être aussi parce que c'est le seul scrutin. Les scrutins précédents départementaux étaient toujours accompagnés, les municipales ont accompagné les régionales. Donc il y avait une motivation qui se démultipliait, ce n'est pas le cas cette fois. Et vous pensez que ça va se voir dans les urnes? On fait tout pour qu'il y ait le maximum de gens qui se déplacent. Dans la Vienne, le taux d'abstention avait atteint quasiment les 52% lors du dernier scrutin cantonal. Qu'en sera-t-il pour ces départementales? Nouvelle formule? Réponse les 22 et 29 mars. Voilà, le désintérêt assez flagrant des électeurs sur ces cantonales. Est-ce que ça se passe de la même façon chez vous sur le terrain? Allez, François Bonneau. Oui, on observe la même incompréhension face à cette élection, qui d'ailleurs n'est pas couplée à une autre élection, donc il y aura uniquement les départementales. Et il y a beaucoup de personnes qui s'interrogent, qui ne comprennent pas. Et j'ai envie de dire à qui la faute quand même, parce que... à qui la faute? Je vous pose la question. En fait, c'est le gouvernement, ce sont les députés, les sénateurs socialistes qui ont créé ce découpage, créé ces élections. Et hormis la parité, on s'aperçoit bien qu'on a aujourd'hui des cantons qui ne correspondent pas à des bassins de vie. On va augmenter le nombre d'élus de 35 à 38, ce qui aussi est mal vécu. Et puis, cerise sur le gâteau, mais je dirais le pire du pire, c'est que les élections vont avoir lieu alors que ce débat actuellement au Parlement entre les députés et les sénateurs, la loi NOTRe, qui va décider des responsabilités et on va en parler, des uns et des autres. C'est pas encore fixé. Et donc, en gros, c'est comme si vous réunissiez dans un stade avec des spectateurs 2 équipes de foot, et puis au moment du coup d'envoi, on dirait non, la fédération discute encore des règles pour savoir comment on va jouer, et ça c'est tout à fait inadmissible. Christophe Mauvillain, même constat sur le terrain?
Oui, mais au-delà des questions d'organisation et des questions techniques, nous, au Front de Gauche, on connaît parfaitement le ras-le-bol que beaucoup de gens ressentent vis-à-vis de la politique gouvernementale. Et je crois qu'aujourd'hui, il se pose vraiment une question de sens. Pardon, mais ça a l'air d'être un ras-le-bol général, oui, pas que de la politique gouvernementale, puisque vraiment, ça n'intéresse pas, personne n'est intéressé. Très peu de gens sont intéressés par ces élections, de ce que l'on voit sur le terrain. Au-delà de ça, se pose la question du sens et du rôle du politique et de la manière dont le perçoivent les citoyens. Et aujourd'hui, on est face à une politique au niveau national qui ne résout pas les inégalités, qui ne réduit pas les inégalités, qui a renoncé à mieux répartir les richesses et à mieux répartir les efforts fiscaux. Et dès lors, il y a un sentiment de défiance des citoyens à l'égard du politique. Et aujourd'hui, dans les départements, il y a pourtant des enjeux très lourds qui concernent le quotidien de la population. Et nous, on est là pour rappeler aux citoyens qu'il n'aurait rien de pire que de sombrer dans le fatalisme et dans la résignation et d'aller vers l'abstentionnisme ou pire, vers le vote du Front National. Et nous, au Front de Gauche, on est là pour présenter une alternative politique sérieuse, porteuse d'espoir pour les gens. Alors, avant de laisser répondre le sénateur Boutan face aux accusations portées sur les parlementaires par votre opposant, Christophe Gillet, sur ce désintérêt des Français, que ce soit dans les villes, dans les campagnes d'ailleurs, sur ces départementales, vous le voyez aussi, vous, sur le terrain ? Tout à fait, oui. On est parfaitement conscient, on le voit en discutant avec les gens. Nous sommes d'ailleurs souvent à Rouillac, justement, sur le fief de M. Benoît, pour aller tracter tous les 27 du mois. Et on s'aperçoit qu'il y a plusieurs choses. D'abord, les gens ne savent pas vraiment à quoi correspondent ces élections. Ils ne connaissent pas les enjeux, ils ne connaissent pas les compétences, etc. On les connaît encore moins vu que, comme le soulignait M. Benoît tout à l'heure, on attend justement, on est un peu dans l'expectative, hein, on attend de savoir ce qu'on ira y faire. Voilà, ça c'est la première des choses. Oui, c'est le grand flou. La deuxième chose, c'est qu'il y a une défiance des politiques vis-à-vis des politiques, avec toutes les grandes affaires politico-judiciaires qu'on a eues. Qui touchent tous les partis, on l'a vu aussi chez vous d'ailleurs, on a vu sur tous les partis. De bien particulier chez nous, non, si. non. Bah, si. Non, non. on va parler des affaires pour aujourd'hui, mais là, le désintérêt, c'est autre que simplement le fait que ce soit les départementales, c'est la politique. Envers la politique en général. Allez, on laisse répondre Michel Boutan. Vous, sur le terrain, 1, est-ce que vous voyez le même problème au niveau de l'intérêt des gens ? Et 2, qu'est-ce que vous répondez à ces différentes attaques visant votre camp politique ? Avant de répondre à votre question, je voudrais dire que nous venons d'apprendre ce matin le décès d'un de nos collègues, Jean Gombert, conseiller général de Cognac, et que je voulais exprimer à cet instant à sa famille et à ses proches les condoléances de l'Assemblée départementale qu'est le Conseil général. C'est un collègue que nous apprécions tous en raison de son affabilité, de sa profonde humanité. Et je crois qu'il est regretté sur l'ensemble des bancs du Conseil général. Pour revenir à votre question, ça fait beaucoup d'années que l'on veut réformer les territoires français. Pas simplement ce gouvernement, le gouvernement précédent également, qui voulait d'ailleurs purement et simplement supprimer le conseil général, et beaucoup d'ailleurs d'élus de ce camp-là voulaient également supprimer le département. Ce qui entretient la confusion aujourd'hui quant à l'utilité du département. Mais pour revenir sur cette question, précisément, quand vous dites les gens ne sont pas intéressés par cette élection. Sauf que si vous regardez au fond des choses, chacun d'entre nous est concerné par cette élection. Oui, mais les Français ne le savent pas, ça. Ils n'arrivent pas à comprendre. Justement, l'occasion, il faudrait peut-être faire de la pédagogie. L'occasion est trop bonne pour le faire ici. Quand vous avez dans votre famille un grand-père ou une grand-mère qui est en état de dépendance, qui est-ce qui intervient financièrement, humainement, pour venir en aide à cette personne-là? C'est le Conseil général. Lorsque vous avez des personnes qui sont en situation difficile à un moment ou à un autre, qui intervient sur ces questions-là? C'est le Conseil général. En matière de voirie, lorsqu'il s'agit d'améliorer, de dévier certaines cités, qui est-ce qui participe au financement quand il s'agit de travaux nationaux ou lorsqu'il s'agit de travaux départementaux? Je pense au contournement d'Angoulême. C'est encore le département. Et c'est donc une élection qui était extrêmement importante de ce point de vue-là, parce qu'elle touche au quotidien des gens. Alors comment expliquez-vous que les gens ne comprennent pas le rapport qu'il y a entre le département et tout ce dont vous venez de parler? Est-ce qu'il y a un problème? Et ça, pas que en Charente, dans tous les départements. Est-ce qu'on a une clé d'explication? Je crois qu'il y a une certaine forme de fatigue peut-être par rapport à des élections qui ont lieu chaque année. L'année dernière, c'était les municipales, les européennes. Cette année, en début d'année, ce sont les départementales. À la fin de l'année, ce seront les régionales. Ensuite se profilent les présidentielles et les élections présidentielles et législatives, pardon. Peut-être
Peut-être une espèce de ras-le-bol. Et puis, la situation n'est pas facile et les gens ne comprennent pas, souvent. Il y a peut-être un autre élément qui fait qu'on ne comprend pas très bien, c'est parfois la nationalisation des débats sur des élections comme les élections départementales. Christophe Gillet, vous, votre parti présente 16 binômes en Charente, c'est une première, mais quand on regarde un petit peu les tracts, c'est davantage sur des thèmes nationaux, pas sur les compétences des conseillers généraux. Est-ce que c'est pas non plus du coup une tromperie, parce que est-ce qu'en tout cas, à défaut de tromperie, est-ce que vous laissez pas les gens dans une sorte d'ignorance par rapport à pourquoi on va voter? Non, je ne pense pas. D'abord, le redécoupage des cantons en ont fait des secteurs très très grands en matière de cantons. On se retrouve quelque part avec des mini-législatives. De plus, comme on l'a déjà évoqué au moins chaque canton a à peu près le même nombre de personnes. Le même nombre d'habitants, tout à fait. Comme je l'ai dit au début, on n'est pas encore fixé sur les réelles attributions. Donc, sur quoi faire campagne? On sait quand même qu'on va garder tout le côté social, d'accord? Donc, tout ce qui est personnes handicapées, personnes âgées, protection de l'enfance, toutes ces choses-là, ça, on sait qu'on va pouvoir le garder et on a d'ailleurs des propositions à ce sujet. Mais pour le reste, on est dans l'expectative. Encore une fois, on attend de savoir ce qu'il va sortir. C'est pour ça que les thèmes nationaux ressortent beaucoup. De plus, ça reste quand même très politisé de par le contexte général. De toute manière, ça, oui, c'est un fait. Oui, mais alors ça n'a pas non plus grand-chose à voir, pour le coup, encore une fois, avec la gestion d'un département et le fonctionnement, une élection, et en tout cas une campagne électorale précise sur ce scrutin-là. Christophe Mauvelin, puis après François Bonneau. Il est clair que la politique nationale ressurgit sur le débat local. Il n'y a qu'à voir d'un point de vue budgétaire, la diminution des dotations de fonctionnement aux collectivités territoriales, c'est moins 12,5% cette année. Donc le département va devoir fonctionner l'année prochaine avec 5,2 millions en moins. C'est clair que le débat national conditionne ensuite les conditions de vie sur le territoire. Vous parliez tout à l'heure D'autant qu'il y a un budget contraint, c'est énorme. Un budget contraint, tout à fait, mais c'est bien décidé nationalement. Donc c'est bien une déclinaison locale d'une politique nationale. Vous parliez tout à l'heure de la nôtre, la nouvelle organisation territoriale de la République. La loi qui est en ce moment en examen au Parlement. Le gouvernement a échoué à vouloir la faire passer d'un seul coup en un bloc. Il tente de la revendre à la découpe et de la faire passer à la découpe depuis 2014. Elle comporte 3 volets, cette voie. Le premier volet, ça a été en 2014 la création des métropoles. Le deuxième volet, ça a été la création des régions. Et aujourd'hui, c'est la définition des compétences. Or, tout le monde sait que lorsqu'on bâtit un nouvel édifice public, lorsqu'on construit une collectivité, on commence d'abord par les fondations, c'est-à-dire les compétences. Et c'est la question qui arrive en dernier. Donc comment veut-on que les citoyens se saisissent des enjeux de cette élection lorsqu'on leur présente la question cruciale des compétences, et qui ont été évoquées là précédemment, en dernier, et qu'on fait passer l'ensemble des réformes techniques de manière arbitraire au forceps contre 11 000 communes. Du coup, on en revient à la première critique de François Bonneau à l'encontre de Michel Boutan. Et j'ai toujours pas compris la réponse. On a bien compris que vous connaissiez les compétences des départements, en tout cas aujourd'hui. Mais encore une fois, le flou, par exemple, de la loi NOTRe, enfin de l'étude de la loi, est-ce que vous comprenez que ce soit aussi tardif, que ça ait pris du retard, que ça ne sera pas voté avant même le scrutin? Est-ce qu'il n'y a pas là un vrai problème? Vous savez, les présidents de conseils généraux, à l'unanimité, ont demandé le report de cette loi. Ça n'a pas été accepté, ce qui fait qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le Sénat s'est déjà prononcé sur cette loi et l'Assemblée nationale s'est également prononcée sur cette loi. Donc elle va revenir en deuxième lecture au Sénat avec des modifications par rapport à ce qu'il avait prévu. En gros, on peut dire effectivement que tout le volet social demeure au département. Les personnes âgées, les personnes handicapées, les enfants maltraités, les personnes en situation difficile. Ce qui représente aujourd'hui 40% à peu près du budget du département. On est à 210 millions d'euros. Si je prends le compte administratif, si je prends le compte administratif, le dernier qui a été connu, 210 millions d'euros en gros sur 455 millions d'euros de budget départemental. Ma source, c'est le site internet du département de la Charente. Donc si je me trompe, c'est de votre faute. 41% du budget consacré obligatoirement au volet solidarité, gestion du RSA. Je l'exprime en valeur absolue. Mais si on intègre les frais de personnel pour l'aide sociale, 10%. On monte à 60% du budget du département. Oui, 20%. Oui, 20%. Ce qui est très conséquent. François Bonneau, sur justement ce problème donc législatif, vous dites quoi? Vous dites de toute façon cette loi ne se votera pas avant le scrutin, c'est pas grave. Grosso modo, on va dire qu'on va garder à peu près les mêmes compétences et on va faire la campagne là-dessus, ou alors pas du tout? Comment on fait concrètement sur le terrain pour dire aux gens voilà de quoi il va s'agir dans les années à venir? Alors nous ne disons pas que c'est pas grave, parce que c'est suffisamment grave, parce qu'on est déjà dans un contexte où on sait qu'il y aura une abstention. Je pense que d'avoir
ajouter des problèmes aux problèmes, c'est une mauvaise chose et on ne peut que blâmer cette situation. Et je dois dire que le niveau national retentit sur l'élection locale parce que cela a été évoqué, mais la dégradation économique, elle pèse sur le chômage, 6% d'augmentation en un an du chômage, c'est autant de recettes en moins pour le département, c'est autant de dépenses sociales en plus. Compte tenu, effectivement, comme cela a été dit, qu'il va y avoir 5 millions d'euros de moins sur le budget, tout l'environnement national pèse sur l'élection. C'est pour ça que nous disons qu'il faut absolument que nous ayons une dynamique à l'égard de l'emploi et de l'économie pour inverser cette tendance qui est extrêmement néfaste. Quand on a, je le disais, 40%, à peu près plus de 40% du budget consacré à la solidarité et au social, quand on a 20% pour les salaires du personnel, 6% aussi pour rembourser la dette, on l'avait oublié, quelles sont finalement les marges de manœuvre pour différencier une politique de droite à une politique de gauche, une politique d'extrême gauche, une politique d'extrême droite? Comment on fait pour différencier tout ça quand on est aux affaires, au niveau du département? Qui veut répondre à cela? Allez, Christophe Gillet. Déjà, je réfute le terme extrême droite, pour commencer. Je ne suis pas quelqu'un d'extrême droite, je ne suis pas un extrémiste. Ça, c'est la première des choses. Vous me permettrez de dire que le Front National reste encore à l'extrême droite aujourd'hui. Je vous montrerai les tendances délivrées par la préfecture. Vous verrez que le Front National ne se situe pas dans la case de l'extrême droite. Alors, les compétences. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'il va falloir dégager des fonds de certains secteurs, évidemment. Donc, il va falloir voir au plus près déjà le train de vie des élus, voir au plus près la gestion des effectifs et faire un audit sur les subventions qui sont distribuées et allouées dans le département. Donc ce que fait grosso modo à chaque fois une force politique, ça leur vient aux affaires par rapport à une autre, on fait un audit et puis c'est la première chose à faire. Et le train de vie des élus, généralement c'est quand même assez anecdotique, c'est plus du symbolique. Oui, mais il faut le faire. De toute façon, c'est un exercice qui est obligatoire si on veut pouvoir dégager des fonds pour le reste. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un problème de train de vie des élus en Charente, des élus charentais. Justement, un audit nous le dira. Mais n'étant pas aux affaires, je ne vois pas exactement ce qui s'y passe, vous comprenez? Christophe Mauvillain. Oui, écoutez, moi je suis effectivement de gauche, extrêmement de gauche et résolument de gauche, pour répondre à la première partie de votre intervention. Non, je crois que ce que l'on propose... Excusez-moi, c'est toujours dans l'idée de faire comprendre aussi davantage la politique aux gens. Si on n'est pas clair sur déjà le positionnement des forces politiques en présence, ça devient très compliqué. Tout à fait. Donc nous, ce que l'on porte, le Front de gauche dans ce scrutin, c'est d'abord le fait de partir des besoins de la population. Revenir aux besoins de la population. On ne battra pas la droite et on n'éloignera pas le Front National durablement si on ne répond pas aux besoins de la population en matière de services publics, d'éducation, de culture, de services de proximité. Donc nous, on souhaite que la population soit prise en compte. C'est comme ça qu'on peut la réintégrer dans la citoyenneté et dans la collectivité nationale. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui ont un sentiment de relégation sociale, de délaissement citoyen et qui vont vers l'abstention, qui se sentent en marge de l'évolution du pays, qui fonctionne dans un monde globalisé, mondialisé. Je demande du concret, s'il vous plaît, messieurs. Vous faites quoi? Vous êtes aux affaires, vous êtes de gauche extrême. Vous faites quoi? Nous, ce que l'on fait, c'est qu'on met plus de moyens pour aller plus fort, plus loin et plus vite sur le social. Aujourd'hui, il y a urgence à permettre aux gens qui vivent dans les territoires ruraux, dans les quartiers, qui sont isolés, de pouvoir avoir des prestations sociales de bon niveau. Donc ça veut dire qu'on met plus ici, on enlève où dans ce cas-là? Eh ben, il y a aujourd'hui, je vais vous donner des exemples. Par exemple, sur le tourisme, le budget aujourd'hui annuel du département, c'est 2,3 millions d'euros. Bon, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui de fondamental qui est fait au niveau du tourisme dans le département? Je ne vois pas. Donc à partir de là, il faut chercher. En tout cas, c'est pas sur les associations et c'est pas en retirant aux associations qui créent du lien social, de la cohésion sociale, que l'on permettra de mieux vivre ensemble et que l'on permettra d'émanciper les gens pour qu'ils deviennent de vrais citoyens. Je pense que sur le tourisme, Michel Boutant vous répondra tout à l'heure. Vous êtes un peu en déficit de temps quand même. Pardon, François Bonneau. Quelle couleur, concrètement, serait votre politique si vous êtes aux affaires demain au département? Qu'est-ce que vous allez faire de différent par rapport à la majorité actuelle? Alors aujourd'hui, la majorité actuelle, on a les rois de l'immobilisme. Il n'y a pas de vision de ce département et il n'y a pas d'investissement productif pour l'avenir. Nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir une qualité de service de grande qualité pour tous les habitants de ce département. Et donc, il faut investir dans les réseaux, il faut investir dans les voies de communication, dans l'Internet très haut débit, on l'a dit déjà depuis 2008. Donc ça veut dire que ce qui est investi aujourd'hui, ce n'est pas assez? Non, et ça a été mal investi dans une technologie qu'on savait obsolète et qui l'est un peu plus tous les jours. Donc nous, notre volonté,
c'est de diminuer les frais de fonctionnement et d'augmenter les dépenses d'investissement. Et aussi, et ça a été évoqué, c'est de faire en sorte que des satellites qui dépendent financièrement quasi à 100% pour certains du département voient leur budget diminuer. Par exemple, le tourisme a été évoqué, mais on pourrait... Mais ça ramène de l'argent, non, le tourisme dans la Charente, à condition, effectivement, qu'on ait un retour sur investissement que l'on n'a pas aujourd'hui. Mais je pourrais citer d'autres dispositifs qui font qu'aujourd'hui, le département, on voit le déficit de l'aéroport, on voit tout l'argent, tous les œufs qu'on met dans le panier percé de Chassenon et qui coûte une fortune, 25 millions d'euros de dépensés. Et donc nous, c'est de réduire toutes ces dépenses qui ne rapportent rien et d'investir dans ce qui, demain, permettra de créer des emplois et de favoriser l'économie. Allez, la réponse de Michel Boutan. Oui, je dois faire vous avez 3 opposants, donc évidemment, je vous donne un peu plus de temps. Un type de temps pour... récuser tout d'abord le terme d'immobilisme prononcé tout à l'heure par François Bonneau. Et je peux donner plusieurs exemples. Lorsqu'il parle des infrastructures, par exemple, jamais il n'y a eu dans le département, au titre des contrats de plan État-région, autant d'argent déversé sur l'amélioration de la voirie nationale, accompagné par un financement départemental qui est à hauteur de 59 millions d'euros sur l'actuel contrat de plan, qui permet, entre autres, l'effacement des carrefours à niveau du côté de Ruffec et dans le Nord-Charente, qui va permettre de sortir la circulation de Saint-Thirier, par exemple, en direction de l'ouest, de prolonger la 2x2 voies entre Limoges et Angoulême, entre Chasseneuil et Chabanais. C'est la politique de l'image. On l'oublie également. Alors, quand on nous parle d'immobilisme, voir la mobilisation chez les jeunes que ça peut entraîner, 1000 étudiants, 1000 emplois dans des studios ou dans des petites entreprises. La LGV, beaucoup de régions auraient souhaité, d'ailleurs une très proche de nous, la région Limousin. On va en parler plus tard. Si vous voulez bien, on va en parler un tout petit peu plus tard. Mais je reviens sur ce qui est tout sauf de l'immobilisme. Le département s'est aussi mobilisé, a apporté 30 millions d'euros sur le projet de la LGV. Ça a permis de créer, et aujourd'hui encore, 400 emplois sur la construction de cette ligne dans le département. Et à terme, une station à hauteur de Villonion qui emploiera une centaine de personnes à temps complet. Je veux dire, c'est tout sauf de l'immobilisme. L'installation Vous pouvez répondre, Bono. Arvato dans le département, ce n'est pas de l'immobilisme. Les 2,4 milliards d'euros à l'export du cognac, ce n'est pas de l'immobilisme. Les 100 millions d'euros qui vont être mis pour finir la Nationale 10, je dirais que c'est la contribution de l'État et de la région au tribut qu'a payé la Charente à supporter un trafic qui est trans-européen. Donc cela, effectivement, on ne peut pas les compter dans l'investissement charentais. Moi, ce que je vois, c'est sur la 140... 46 millions d'euros, François. 46 millions d'euros sur les routes. Qui ont été votés il y a bien longtemps. Lorsque nous étions aux affaires. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, sur le volet ouest de la 141 entre Angoulême et Cognac, nous devions toucher 65 millions d'euros, nous n'en toucherons plus que 40. Ce qui veut dire que comme le programme coûte 120 millions d'euros, on ne pourra faire que le tiers des travaux. Et ça c'est très mauvais parce que c'est vraiment l'axe économique de la Charente, entre Angoulême et Cognac, qui est pénalisé. Christophe Mauvillain. Oui, vous parliez des marges budgétaires à trouver. Moi, je trouve quand même scandaleux qu'aujourd'hui, le département finance les travaux sur la Nationale 10 et la N141 à hauteur de 4,5 millions d'euros par an. Ce sont des routes nationales qui doivent être gérées par l'État. C'est en fait un cadeau que le département fait à l'État. Donc à partir de là, que l'État assume ses responsabilités sur le réseau routier qui lui appartient et que nous, on dégage des moyens pour 3 propositions. Propositions. D'une part, des bus à la demande pour désenclaver les personnes en milieu rural et des TER à 1 euro. On va avoir une LGV qui a coûté 40 millions d'euros au département pour voir passer des trains à 300 km/h sur notre territoire qui ne feront aucune plus-value pour les personnes. Je vous interromps, excusez-moi. Je vous interromps puisqu'on parle de la LGV parce qu'après on va parler d'autre chose. Donc en Poitou-Charentes, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler des départements, en tout cas ces derniers jours, à propos du financement effectivement de la LGV Tours-Bordeaux, une ligne à grande vitesse qui s'arrêtera donc beaucoup moins souvent dans les stations dites intermédiaires et donc Angoulême, par exemple. 30% de desserte en moins, c'est ce que laisse entendre la SNCF. Résultat, et bien évidemment, les collectivités locales qui avaient été mises à contribution pour financer la LGV, on va en parler juste après, suspendent leur aide. On regarde ce reportage tourné il y a 2 semaines, on en parle juste après avec nos invités dans la Voix libre.
Tous vent debout contre la SNCF et la baisse annoncée de 30% du nombre de dessertes d'Angoulême par la LGV. La SNCF serait tentée de privilégier les liaisons directes entre Paris et Bordeaux au détriment notamment d'Angoulême. Pourtant, les élus assurent avoir fait leur part du travail. On a travaillé à des augmentations de dessertes sur les lignes TER en rabattement vers Angoulême. Donc on a vraiment fait le job. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est que chacun assume. Les élus rappellent que le contribuable charentais, en ville et dans les campagnes, a contribué au financement de cette ligne à hauteur de 45 millions d'euros. Les gens du coin utilisent cette ligne pour se désenclaver, donc c'est très important qu'il y ait un arrêt. Mais ce qui est important aussi, c'est de se pencher sur les gens qui ont fourni la terre pour tenir les rails. Cette ligne, le monde économique charentais dit en avoir grandement besoin pour son développement. La situation économique nationale n'est pas bonne, il nous faut préserver nos activités, il faut les développer et il faut prouver à la SNCF que le bassin d'Angoulême va pouvoir être réellement dynamique. La réduction du nombre de dessertes, apparemment une question de viabilité de la ligne pour la SNCF. Mais les élus, eux, ont le sentiment qu'on les traite avec mépris. Ils veulent réunir le comité de suivi, l'instance capable d'arbitrer les questions de rentabilité. SNCF, au dernier moment, à quelques mois de l'ouverture de la ligne LGV, unilatéralement, rompt la convention, ne mobilise pas ce comité de suivi et dit que le modèle économique n'est pas bon et qu'il va falloir supprimer des dessertes. Non, ce n'est pas convenable, c'est pas comme ça que ça se fait et donc c'est pas comme ça qu'on va faire. Pour faire pression, plusieurs collectivités charentaises ont déjà annoncé la suspension de leur paiement dû au titre du financement de la LGV. Michel Boutant, le bras de fer peut-il être en votre faveur ? Vous savez, il y en a eu d'autres bras de fer que nous avons gagnés, notamment le choix de l'itinéraire de la ligne grande vitesse. Je voudrais rappeler que la Charente souffre toujours de ce traumatisme de l'autoroute A10 qui l'évite. Donc on ne voulait absolument pas être contourné par la nouvelle ligne grande vitesse. Ça a été un combat mené par le Conseil général, toutes tendances confondues d'ailleurs, et qui a été unanime. Donc là, le syndrome revient en fait. Le syndrome revient, mais nous avons gagné d'autres batailles du rail. Nous espérons gagner celle-ci, qui concerne la desserte de la gare d'Angoulême. La question qui peut se poser pour certaines personnes, c'est est-ce que l'un département est fait pour financer ce genre d'infrastructure ? Christophe Gillet, quel est votre point de vue ? Un département, effectivement, peut être amené à financer ce type de structure s'il est valable pour le département. Est-ce que c'est son rôle ? Est-ce que c'est pas le rôle de l'État pour des grandes lignes grande vitesse ? Voilà, écoutez, ça peut faire quand même partie des compétences du conseil départemental de financer ce type de projet, si ça rapporte effectivement au département et s'il y a un retour sur l'investissement. Pour le coup, la LGV, j'ai l'impression un petit peu qu'on a cru un peu au Père Noël. C'est-à-dire qu'on a un train à très grande vitesse. Si on fait des multiples arrêts, il n'est plus à grande vitesse à l'arrivée. Et le gain de temps, on ne l'a plus. C'est pour ça que la SNCF, évidemment... Vous comprenez la SNCF, c'est ce que vous dites ? Je peux comprendre la SNCF. Je pense aussi qu'on aurait peut-être plus dû utiliser cet argent vers les TER, justement, et les infrastructures départementales pour vraiment désenclaver les ruralités, plutôt que vers la LGV. Et ce n'est pas parce que, encore une fois, on met en place la LGV sur Angoulême, par exemple, ou sur la Charente, que ça va dynamiser l'économie. Absolument pas. Allez, Christophe Beauvillain, et puis après François Bonneau. Oui, c'est le rôle du département de créer des infrastructures qui organisent le territoire. Sauf qu'à un moment donné, l'argent public doit aller vers les services publics. Or là, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Les élus, aujourd'hui, versent des larmes de crocodile, parce que depuis 2009, ils savaient très bien qu'ils ont subventionné une installation privée, gérée par un opérateur privé, tout en négociant avec un opérateur public qui était la SNCF. Sauf qu'aujourd'hui, l'opérateur public dit « mais moi, je ne suis pas l'exploitant de la ligne à grande vitesse, c'est l'ISEA qui l'exploite ». Et donc, c'est eux qui vont déterminer les arrêts, la cadence des trains, etc., etc. Et nous, on n'a pas la maîtrise. Donc, en gros, ils le savaient depuis le début. Donc, vu ce qui reste à payer, le plus gros a été payé. Mais aujourd'hui, ce que l'on demande, nous, au Front de Gauche, ce sont des TER doublés à 1 euro pour l'ensemble de la population, cadencés, sur les arrêts TGV en gare d'Angoulême et de Poitiers. François Bonneau, on voit bien que sur ce dossier, droite et gauche, en tout cas dans la région, sont sur la même situation de blocage, en tout cas de suspension des financements. On voit bien avec Dominique Bussereau, par exemple, en Charente-Maritime, ou donc le département de la Charente. Il y a, pour le coup, même point de vue. Alors nous, on a l'intention de se battre, on l'a déjà montré pour maintenir les... C'est 6,5 millions d'euros à peu près, la dotation du département pour la LGV, non ? 30 millions. 30 millions, oui. 30 millions. Et donc, 6 millions, il reste à peu près 7 millions en solde à payer. Oui. C'est pour ça peut-être qu'on... Nous sommes pour nous battre
parce qu'on a besoin des trains. Et donc, pour les Charentais, on se battra, et on battra avec tous ceux qui sont d'accord pour le faire. Par contre, notre vision est différente, parce qu'on considère qu'effectivement, quand on sort de cette ligne LGV, pour se détourner, pour aller à la gare d'Angoulême, il y a un risque. Effectivement, c'est de revenir sur cette ligne, sur ce sillon. Et c'est pour ça que nous prenons le développement le plus rapidement possible d'une gare bis, avec la création d'une réserve foncière, parce qu'on considère que la création de cet équipement permettra demain d'avoir, pour les Charentais, des trains rapides à destination de Bordeaux ou de Paris. Une gare bis que vous mettez où, s'il vous plaît ? À Asnières. C'est le seul endroit où, techniquement, on peut la mettre. Il y a 2 km de ligne droite, il y a un poste EDF. Enfin, il y a les conditions techniques pour le faire. Voilà, c'est ce qui nous fait diverger, parce que ça fait déjà de nombreuses années que nous avons demandé au département de créer cette réserve foncière, et ce n'est toujours pas fait. Et quand on voit, effectivement, je reprends les déclarations qui viennent d'être dites, que la SNCF envisage de sortir de la naphtaline des corails pour emmener les Charentais jusqu'à Austerlitz ou les pots de vin, on s'inquiète. Et raisonnablement, on s'inquiète. On va parler, s'il vous plaît, du social et des personnes âgées. Poitou-Charentes, c'est la 4e région française dont la population est la plus âgée. Près de 30% de la population de la Charente a plus de 60 ans, et le seuil de 40% devrait être atteint aux alentours de 2040. Est-ce que cela veut dire encore plus de dépenses de ce côté-ci, et donc moins de dépenses ailleurs, ou est-ce que ça veut dire qu'il y aura une augmentation des impôts, quoi qu'il arrive ? Michel Boutan. Je peux revenir d'un instant sur le ferroviaire. Très rapidement, parce que là, Très rapidement. D'abord, une gare, elle a vocation à être en centre-ville. À l'horizon 2030, il y aura une gare à l'extérieur d'Angoulême. Sauf que, à ce moment-là, se posera la question du devenir de la ligne Royan, Saintes, Cognac, Angoulême et Angoulême-Limoges. Aujourd'hui, il y a une correspondance grâce au TER avec la LGV, donc c'est important. Par rapport au TER à 1 euro, le département a déjà montré la voie, parce qu'il a fait à 1 euro pour les autobus dans le département. Allez, sur le vieillissement de la population. Sur le vieillissement de la population, il est inéluctable. Et les conséquences financières sur le département. Grâce à la médecine, heureusement, on peut prolonger l'espérance de vie, sachant qu'il y a parfois des problèmes de santé qui se posent. Je pense à Alzheimer. Le département... Est-ce qu'il faut augmenter davantage ? Est-ce qu'il va falloir augmenter davantage les impôts, parce que ça va coûter encore plus cher au département, puisque le département est en charge des personnes âgées ? Est-ce qu'il va falloir faire moins d'un côté, plus de l'autre ? Comment on fait ? Comment on gère ça ? Comment vous voulez le faire ? Aujourd'hui, il y a une caisse nationale de solidarité pour l'autonomie qui finance en grande partie. Pas totalement, on le souhaiterait, mais ce n'est pas le cas. Le reste, le complément est apporté par les départements. Et il faut un effort considérable en direction de la personne âgée en faveur du maintien à domicile. C'est vrai, le nombre va augmenter. Il a stagné pendant quelques années, il va augmenter. Nous avons déjà anticipé en améliorant les structures d'accueil grâce à un plan d'humanisation des maisons de retraite et surtout, obligation pour elles d'intégrer des unités recevant les malades d'Alzheimer. Christophe Gillet, vous êtes en retard de temps de parole, allez-y. Sur le vieillissement de la population en Charente, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que vous êtes aux affaires ? Vous allez devoir dépenser plus. Vous faites comment pour retrouver cet argent ? Obligatoirement, il va falloir dépenser plus, c'est une évidence. On a plus de personnes âgées qui seront plus dépendantes qu'avant. Donc forcément, on aura besoin de trouver des fonds pour pallier tout ça. Vous les trouvez où, les fonds ? Alors les fonds, toujours aux mêmes endroits. On va aller vérifier dans la gestion des effectifs, dans le train de vie des élus, dans les... Mais vous ne réglerez pas avec le train de vie des élus, ça c'est encore une fois c'est anecdotique. Non, c'est pas de la démagogie, pas du tout. Dans les subventions aux associations, j'ai eu la courtoisie de vous laisser parler, vous en ferez autant, merci. Mais vous pouvez néanmoins, c'est un débat, vous pouvez changer, monsieur. Mais je veux dire par là, vous savez, les subventions aux associations, ça c'est du saupoudrage fait comme ça, de manière à s'assurer un matelas électoral. Et c'est ce qui est fait depuis 30 ans. Eh bien nous, on va mettre fin à ça. Voilà. François Bonneau. Oui, alors, moi j'ai la chance par mon métier d'être très, très souvent en contact avec les personnes âgées que je connais bien et qui font partie de mon quotidien. Aujourd'hui, on a la chance de vivre plus vieux, mais ce qui est important, c'est qu'on vit plus vieux en meilleure santé. Je veux dire qu'on ne peut pas non plus appréhender ça forcément sur une question de coût. Je crois qu'aujourd'hui, les personnes souhaitent rester le plus longtemps possible chez elles. On doit les aider, les accompagner. Et ça revient moins cher à une collectivité comme le Conseil général
que de financer une maison de retraite. Donc je crois que c'est un peu un faux problème, le coût. Et puis par contre, sur l'augmentation globale des dépenses sociales, mais là, à ce moment-là, c'est pas uniquement les personnes âgées, c'est tout le volet social du département. Et là, je suis désolé, mais c'est le législateur qui doit faire ce qu'il faut pour que la dépense diminue pour les départements. Parce que nous sommes obligés de respecter ce que la loi nous demande. Christophe Mauvillain. Oui, l'enjeu de l'aide à la personne pour permettre aux personnes âgées de rester le plus longtemps chez elles, effectivement, et de consommer sur place et de vivre sur les territoires, c'est un enjeu important. Ensuite, en tant qu'opérateur public, le département investit, fait des montages financiers pour les maisons de retraite. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que le département, le président du Conseil général, a laissé se construire des maisons de retraite, des EHPAD, avec des financements croisés européens, départementaux, régionaux, des aides de la CAF, mais au bout du compte, il en ressort un loyer mensuel pour les personnes âgées qui est prohibitif, puisque globalement, c'est entre 1 800 et 2 500 euros par mois. Qui, aujourd'hui, peut se permettre de tels niveaux de service à de tels prix? Donc, il est nécessaire de faire diminuer le prix des maisons de retraite avec un financement augmenté au niveau national. Et là, j'entends ce que dit le représentant de l'UMP, qui dit qu'il va falloir que le législateur et que l'État donne plus d'argent dans les départements. Pourtant, là, ce qui est en train de se passer avec la loi crédit d'impôt, compétitivité, emploi et le pacte de responsabilité, c'est qu'on va préempter 40 milliards d'euros pour donner aux entreprises et aux grandes entreprises, soutenues moralement par la droite, cette réforme-là. Et sur ces 40 milliards d'euros, on en prend 28 milliards sur les départements. Donc d'emblée, forcément, on assèche les finances des départements et ensuite on nous assigne des missions sociales qui sont d'un tel niveau qu'on sera en difficulté pour y faire face. Depuis plusieurs années, on note un désenchantement rural très profond, avec entre autres la fermeture de nombreux services publics. Est-ce qu'on mène campagne de la même façon dans les zones rurales que dans les villes? Christophe Gillet. Oui. Enfin, pour notre part, oui. Parce que, effectivement, l'une des priorités du Front National, ça sera bien sûr la continuité du service public, notamment dans les ruralités, les services publics de proximité, protéger les commerces aussi de proximité et éviter la désertification. En soutenant justement, d'abord il faut encourager une attractivité, je vais y arriver, une attractivité du département. En soutenant les PME, les artisans, ceux qui créent l'emploi, en fait, tout simplement. Vous les soutenez comment, ces PME? Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est comment ça se passe? Ça peut être sous forme, ça peut être sous forme peut-être de subvention si le projet est bon. Après, il faudra voir au cas par cas, évidemment. Mais soutenir en tout cas les initiatives locales, ça c'est une évidence. L'argent, je l'ai déjà dit tout à l'heure, où on le prendra. Pour ces services de proximité, etc., on va revenir aussi aux personnes âgées un petit peu aussi. Il va falloir aussi utiliser la téléassistance et la domotique. Michel Boutan, la Charente est un des départements de la région qui a encore perdu de l'emploi. C'est le mois dernier. On a des armes. Vous avez des armes pour ça? Est-ce que le département a un bras de levier pour vraiment, à un moment donné, je sais pas moi. Il y en a plusieurs. À travers, par exemple, la commande publique. Est-ce qu'on a des entreprises aussi? Lorsqu'on fait des investissements, par exemple. Lorsqu'on met, une fois de plus, 59 millions d'euros en accompagnement des investissements de l'État sur la voirie nationale ou sur le ferroviaire, je pense à l'électrification d'Angoulême, Cognac, Sainte-Royan, on donne du travail à des entreprises locales. Et donc derrière, c'est de l'emploi. Lorsque Hermès vient s'installer dans le département de la Charente, c'est entre 300 et 350 emplois. Lorsque Arvato est venu s'installer dans la banlieue d'Angoulême, c'est 250 emplois. Lorsque nous soutenons les petites et moyennes entreprises ou l'aide à la création de commerces en milieu rural où il n'y en a plus d'autres pour maintenir le dernier commerce existant, nous rendons des services à la population et nous accompagnons l'emploi dans le département. Christophe Mauvillain, sur le désenchantement rural. Oui, mais je crois qu'on fait campagne sur le principe de l'égalité républicaine, c'est-à-dire qu'il y a nécessité d'offrir les mêmes services, le même niveau de service public, que l'on soit en milieu urbain et en milieu rural. Alors moi, je suis toujours un petit peu éberlué d'entendre le Front National défendre les services publics et nous entonner la petite chansonnette des services publics, mais le Front National chante faux à ce niveau-là. Parce que globalement, le Front National, si on regarde ce qui est dit l'année prochaine dans leur programme, c'est la diminution de 2% des dotations des collectivités territoriales. C'est le retour dans le giron
de l'État d'un certain nombre de compétences de service public, mais tout en réduisant le nombre de fonctionnaires. Et au bout du compte, comment on arrive à faire la manip en proposant à l'ensemble des salariés de France de travailler 39 heures, payés 35. C'est pas ce que j'appelle du social, c'est pas ce que j'appelle une politique de service public. Donc, pour nous, c'est le maintien des écoles en milieu rural, les collèges en milieu rural. Ça, c'est déterminant pour avoir le même niveau d'accès à l'éducation, parce que Mandela disait l'éducation est la meilleure arme pour lutter contre la même justice. question qu'avec Christophe Gilles. L'argent, ça coûte de l'argent, tout ça, on le trouve où? Vous faites comment pour financer ces services publics en milieu rural? Je crois que Chassenon a été évoqué. 25 millions d'euros sur 2 ans ou 3 ans, 10 ans, pardon, investis sur Chassenon. Peut-être que dans un contexte de budget contraint, il était peut-être nécessaire de réorienter ces budgets-là vers effectivement la question des services publics et que l'argent public aille en direction des services publics. En revanche, je suis d'accord avec Michel Boutan pour dire qu'effectivement, le Conseil général donne du travail aux entreprises locales et à partir de là, effectivement, soutient l'emploi, mais il faudra aussi soutenir beaucoup plus l'économie sociale et solidaire. François Bonneau, sur la campagne, sur le milieu rural. Alors, le milieu rural, effectivement, il s'inquiète raisonnablement, notamment sur l'accès aux soins. Aujourd'hui, il faut absolument qu'on aide à la création, partout ça peut se faire, de maisons de santé pour que l'accès aux soins, qui nous paraît une priorité pour la population, puisse être mené à bien. Ensuite, pour les services publics, on doit céder des nouvelles technologies. Moi, je voudrais juste citer l'exemple de ce qui s'est fait sur la commune où je travaille, à Rouillac. On a créé un relais de service public qui est un équipement novateur et qui permet à des personnes d'être en lien avec les différentes caisses de retraite pour envoyer un CV, pour un problème d'ACDIC, pour régler toutes ces questions que les personnes rurales se posent lorsqu'elles sont en incapacité de le faire. Et ça marche. Et on s'aperçoit que ça fait plusieurs années que ça existe et ça marche. Et je crois qu'il faut généraliser ce type d'équipement pour continuer à avoir une qualité de service qui nous permette de rester à la campagne. Mais on ne pourra le faire que si aussi on a un Internet de très bon niveau et si aussi on peut téléphoner, parce qu'il y a encore trop de communes en Charente où il est quasiment impossible de servir de son téléphone portable. Je confirme pour les prises de contact avant cette émission, parfois ça n'a pas été facile de vous avoir. La technique ne remplacera pas la proximité. Une dame à Aigres m'a dit au marché, elle était paniquée, elle a reçu un courrier des impôts lui disant que dorénavant il faudrait qu'elle fasse sa déclaration fiscale par Internet puisque le centre des finances publiques va fermer à Aigres. Et elle était paniquée, complètement terrorisée. Donc à un moment donné, le haut débit ne résoudra pas la proximité, la nécessité d'accompagner les gens en milieu rural et qui ne se sentent pas déclassés et abandonnés par la République. Alors on l'a dit en début d'émission, le département de la Charente est un de ceux qui pourraient basculer à droite. C'est la raison pour laquelle la droite, justement, s'est unie entre UMP, UDI et Modem dans 17 des 19 cantons. Est-ce que cela inquiète la gauche? C'est ce que nous allons voir avec ce reportage tourné mercredi sur le canton d'Angoulême 2. Bruno Pilet, Christophe Guinaud. La boîte aux lettres et son fameux tract, le passage obligé du parfait candidat. Bonsoir madame. Véronique de Maillard, je suis candidate pour les élections départementales et je venais me présenter, vous distribuer mon tract. Dans le canton numéro 2 d'Angoulême, comme presque partout en Charente, la droite part unie, un atout selon ses candidats. Je pense que c'est une force parce que il va falloir quand même faire prendre conscience que ça fait 10 ans que le Parti socialiste gère ce département et qu'il ne se passe rien. Et qu'on a en face le Front National qui est très fort. Et il faut vraiment faire prendre conscience aux gens qu'il faut tourner la page. Tourner la page, ce n'est pas forcément l'idée de Frédéric Sardin, candidat de l'Union de la gauche dans ce canton. Alors pour tenter de conserver son siège, rien de tel que ces rencontres chez les habitants, pour la plupart déjà convaincus. Frédéric, c'est la même chose. Alors. Donc tu nous fais confiance. Ah oui, non, bon. Tu nous fais confiance. C'est gentil de soutenir et de nous accorder la confiance, c'est vrai. D'une union à l'autre. Face à la droite, la gauche met en avant elle aussi sa pluralité, notamment au Conseil général, et ne semble pas s'inquiéter plus que ça. On a un communiste, un front de gauche, un écologiste, et puis des socialistes, et des sans étiquette aussi. Donc la gauche est vraiment unie derrière la majorité départementale. Et ça nous renforce justement dans notre objectif de faire de la pédagogie, d'aller sur le terrain, dans la proximité avec les gens. Je crois que ça, c'est ce qui nous renforce.
77 binômes charentais sont en course pour la future assemblée départementale. Réponse dans les urnes le 29 mars prochain. D'ici là, guettez votre boîte aux lettres. Vous aurez certainement un peu de lecture pour vous décider. Voilà, et le troisième binôme présent sur ce canton est celui du Front National avec Daniel Duclos et Olivier Gallet. François Bonneau, avec cette union de la droite, qu'est-ce que vous dites en ce moment? Vous dites, allez, c'est maintenant ou jamais? Ce qu'on constate, c'est qu'on a un groupe qui est uni, qui est solidaire et qui est déterminé à aller de l'avant. Donc effectivement, nous, aujourd'hui, on a un projet pour ce département. On a envie de le faire avancer, on a envie de le faire progresser, et on est en capacité de le faire. Voilà ce que l'on peut dire. Et des candidats et des candidates de qualité. Michel Boutant, vous la craignez, vous, cette union de la droite? Vous savez, quand on va à une élection, on n'en connaît pas avant l'échéance, donc on se bat pour gagner. C'est ce que font les 38 binômes actuellement en campagne sous la bannière de la majorité départementale. Ça n'a pas été très simple de la faire, cette majorité départementale. Il a fallu quand même des négociations. Il y a eu... Alors, pour ce qui me concerne... Pour vous, oui, d'accord, mais pour d'autres, je veux dire... Sur la gauche en général, sur la majorité départementale. Il y a eu des ouvertures qui ont été faites. La main a été tendue dans un grand nombre de fois. Elle n'a pas toujours été reprise. Bien, eh bien, nous en prenons acte et nous nous battrons avec nos arguments, avec un bilan dont nous n'avons absolument pas à rougir. Christophe Mauvillain, très rapidement, s'il vous plaît, puisque vous êtes un petit peu en avance sur le temps de parole. Le Front de gauche présente 12 binômes. Quel est votre objectif ? Notre objectif, c'est d'être présent au second tour. Notre objectif, c'est de porter la transformation sociale, le progrès social et l'espoir d'une autre politique, un peu comme les Grecs l'ont fait récemment, en éloignant de fait les fascistes d'Aube dorée. Nous, aujourd'hui, dans le département, nous voulons une alternative politique. Christophe Gillet, quel est l'objectif du Front National en Charente? Vous avez 16 binômes, c'est une première. Oui, tout à fait. L'objectif est le même, qu'est-ce que vous dites au second tour. Je repose la question différemment. Qu'est-ce que vous dites, vous, en étant le plus raisonnable possible, en disant voilà ce qu'on pourrait vraiment obtenir, voilà ce qu'on pourrait avoir. Tiens, j'aimerais bien qu'on ait tant d'élus ou de second tour. Quelle est votre limite? Déjà, la première chose, on va attendre le 22 mars. Et le 22 mars, à cette échéance, je pense déjà que ça sera une première et qu'on aura plusieurs binômes qui seront au second tour. Ça, déjà, c'est la première chose. Le deuxième la seconde chose, c'est qu'on va se battre pour ces binômes pour qu'ils atteignent l'Assemblée à l'issue, le 29 mars, évidemment. Nous n'avons pas d'élus dans cette Assemblée. Notre but, évidemment, c'est d'aller aux affaires et de montrer qu'on peut faire autrement. Le fait qu'il y ait quand même dans pas mal de cantons, d'un côté une liste d'union de la gauche, de l'autre côté une liste d'union de la droite, est-ce que c'est pas défavorable pour vous? Est-ce que vous ne préfériez pas qu'il y ait un éparpillement un peu des listes? Non. D'ailleurs, je constate quelque chose d'un peu malhonnête, moi je trouve, envers les électeurs, parce que quand on voit les tracts qui sont distribués, on voit pas PS, on voit pas UMP, on voit aucune étiquette politique en fait sur les différents tracts qui sont distribués. J'en ai reçu moi-même chez moi, donc je peux vous le dire. Nous, au moins, on affiche Front National. Les gens, quand ils voient une tract, c'était Rassemblement Bleu Marine, il n'est pas marqué Front National. Front National, Rassemblement Bleu Marine, il y a la même flamme, de toute manière. Que répondez-vous à cela, messieurs? C'est vrai que parfois c'est compliqué de savoir qui... oui, j'ai un tract dans ma boîte aux lettres, je ne sais pas si c'est à droite, gauche... Nous avons beaucoup de candidats qui n'appartiennent à aucun parti. Ils appartiennent à un courant de pensée, certes, mais aucun parti. Donc pourquoi irait-il mettre ou en tout cas une appartenance qui par tel parti? Oui, mais ça figure. Mais après, on ne va pas mettre une appartenance à un parti si on n'est pas. Moi, j'ai un candidat qui est MPF et pourtant, il se présente Front National. Michel Boutant. En 92, comme maintenant, lorsque j'étais la première fois candidat à ces élections cantonales, à ce moment-là, j'avais indiqué dans mon premier courrier aux électeurs que j'étais candidat à cette élection, mais que j'étais candidat socialiste. Et je le fais aujourd'hui de la même manière. Rien n'est plus désagréable que d'être candidat à une élection sans avoir son pavillon, et puis découvrir quelques temps plus tard, qu'on est au Front National ou qu'on est de droite. Mais avant, on s'est immiscé dans la vie publique à couvert. Et ça, intellectuellement, c'est pas très honnête. Christophe Gillet, sur vos 16 binômes, on a regardé un peu tout ça. Il y a beaucoup de jeunes, des gens qui ne sont pas du tout expérimentés. Est-ce que c'est compliqué pour vous de gérer tout ça? Vous êtes le responsable de la propagande au sein de votre parti en Charente. Est-ce que c'est compliqué, vous, de gérer des gens qui finalement ne sont pas politiques, quoi?
Ce sont des monsieur et madame tout le monde, comme je dis souvent, des gens qui ont la force de leurs convictions et qui sont aujourd'hui les ambassadeurs de l'immense espoir que représente le Front National et le Rassemblement Bleu Marine. Ce sont des gens du peuple, donc effectivement, il faut les former. On a beaucoup de réunions où je les forme sur les comptes de campagne, sur la manière de faire campagne, aussi sur les compétences, celles dont on croit du moins qu'on aura bientôt au niveau du conseil départemental et surtout sur la vision qu'on a du département. Parce qu'au Front National, le département, pour nous, c'est quelque chose de crucial. C'est un maillon qu'il faut garder. Alors, on va en parler juste après cette nouvelle question. Est-ce que, là, je vous l'adresse à tous les trois assez rapidement, s'il vous plaît, parce que vous êtes finalement les opposants à Michel Boutant. Il est là, il est devant vous. Est-ce que ce Michel Boutant a un mauvais bilan? Et si oui, pour quelles raisons? Assez rapidement, s'il vous plaît, allez, Christophe Mauville. Écoutez, nous, on considère que la politique du département n'a pas été assez à gauche, n'a pas été assez loin à gauche, n'a pas été assez fort à gauche. Donc plus de social. Plus de social, plus de prise en compte des besoins de la population. François Bonneau. Moi, je vais juste prendre un comparatif, par exemple, par rapport à la Vendée, qui est un département qui marche bien. Dépenses de frais de fonctionnement en Charente gérées par les socialistes, c'est 1 000 euros par habitant. La Vendée, c'est moins de 800 euros. La fiscalité 22,89% en Charente, 15% en Vendée. Et alors, si je parle aussi de l'emploi, c'est pareil, c'est-à-dire encore 12% en Charente, 8% en Vendée. Tout ça pour dire que le bilan n'est pas bon, parce que les résultats ne sont pas bons, et qu'on peut faire mieux, et qu'on doit faire mieux. C'est notre volonté. Christophe Gillet, sur le bilan du président Boutant. Je crois qu'il faut aller plus loin dans le social. Effectivement, faire plus pour les personnes âgées et les personnes handicapées. On s'aperçoit aussi qu'on a des gens qui ont normalement droit à certaines prestations qui ne le savent pas, qui sont mal accompagnés. Il va falloir mieux développer les MDPH notamment. Michel Boutant, que répondez-vous à tout cela? Pas assez à gauche, pas assez de social, mal géré? Trop ceci ou trop cela, ou trop peu ceci ou trop peu cela. Donc ça veut dire qu'on est sur une voie centrale et qui est sans doute la bonne. Nous avons ce double regard à la fois stratégique sur les infrastructures, sur la politique industrielle en matière de numérique, par exemple, et autour de l'image, qui est encore en train de se développer. Et puis, nous avons cette vue sur le quotidien, sur le devenir de nos concitoyens, les plus fragiles, en particulier les personnes âgées, dont il a été longuement question dans cette émission, les personnes handicapées, les enfants maltraités, dont nous nous occupons au quotidien. Et je crois, une fois de plus, que nous n'avons absolument pas à rougir de notre bilan en maintenant une fiscalité sans l'augmenter, et surtout en diminuant l'encours de dette qui nous avait été laissé par nos prédécesseurs. Il nous reste, messieurs, 2 minutes pour conclure. J'aimerais bien, s'il vous plaît, monsieur Mauvillain, que vous nous disiez quel est l'avenir, selon vous, du département de la Charente, comment vous le voyez, cet avenir. Et vous n'avez pas 2 minutes, vous avez 20 secondes. Hein. Je le vois effectivement, puisque ça en prend le chemin dans une grande région, et relié à l'Aquitaine et à Bordeaux. Je pense qu'il y a nécessité de maintenir le département comme étant un trait d'union entre les populations et les institutions nationales. En tout cas, c'est ce que les représentants du Front de gauche, qui sont des syndicalistes, qui sont des responsables d'associations, auront à cœur de porter dans ce scrutin. Christophe Gillet, il faut le garder, le département? Absolument. C'est le maillon le plus efficace en termes d'échelle de territoire pour assurer tout le social et toutes les compétences qui vont avec. Mais nous, au Front National, on a une autre vision de la réforme territoriale. Nous, on préférait plutôt, par exemple, supprimer les intercommunalités et donner toutes leurs compétences au Conseil général, justement. Ça ferait un meilleur équilibre entre les ruralités et les villes et les banlieues. François Bonneau, votre vision du département, de la Charente en particulier? Oui, nous croyons en ce département. Il a de nombreux atouts. Et il faut absolument les développer, ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Nous voulons un cercle vertueux, et ce cercle, il va aider l'économie, il va créer des emplois, il va nous permettre de dépenser pour toutes nos dépenses sociales, et donc il va aussi permettre de contenir la fiscalité. Il faut absolument faire ça, et ça passera par des investissements productifs. 20 secondes pour vous, Michel Boutant. Le département de la Charente est promis un bel avenir en raison de sa situation au cœur de cette nouvelle grande région. Jusqu'ici, il était à la marge d'une région plus petite. Là, il est au cœur. Que vous alliez des Pyrénées à Châtellerault ou du Limousin à la côte atlantique, toutes les routes, tous les trains passent par Angoulême et par la Charente. Et donc, notre force, elle vient de là, comme elle vient de ce que nous avons fait en termes d'image et de numérique, auquel nous croyons beaucoup, et qui sera
une belle pépite dans la corbeille de mariage de la nouvelle La région. Charente, le vrai centre de la France, si je vous entends bien. De l'Aquitaine, merci, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation pour voir ou revoir ce numéro de La Voix est libre. Retrouvez-nous, s'il vous plaît, sur Internet, poitou-charente.france3.fr ou sur plus.fr. La semaine prochaine, même format d'émission, 1 heure de débat, mais cette fois consacrée au département des Deux-Sèvres. J'accueillerai donc à cette occasion Rodolphe Chalet, Gilbert Favreau, Jean-Romé Charbonneau et Nathalie Seguin pour leur place au journal de la mi-journée présenté par Frédéric Carteau. Excellente journée à toutes et à tous.